Bon, je l'avais cool. Quand je l'ai vu s'inscrire sur Instagram, je me suis dit, il va annoncer un truc, c'est obligé. Et ben, quelques heures plus tard, il l'a annoncé. Sébastien Vettel quittera la F1 au terme de la saison 2022. C'est officiel. Vettel a annoncé sa retraite de la Formule 1 fin de saison 2022 via un post sur son tout nouveau compte Instagram. En France, il devait expliquer réfléchir à la suite et vouloir possiblement poursuivre dans la discipline, mais le cours du champion du monde a finalement décidé de quitter la F1 au terme de sa deuxième saison avec Aston Martin. J'ai eu le privilège de travailler avec de nombreuses personnes fantastiques en Formule 1 au cours des 15 dernières années. Il y en a beaucoup trop pour les mentionner et les remercier. Au cours des 2 dernières années, j'ai été pilote de l'équipe Aston Martin, et bien que nos résultats n'aient pas été aussi bons que je l'avais espéré, il était très clair pour moi que tout était mis en place dont une équipe a besoin pour courir au plus haut niveau pour les années à venir. J'ai vraiment aimé travailler avec un groupe de personnes aussi formidables. Tout le monde, Lawrence, Lance, Martin, Mike, les cadres supérieurs, les ingénieurs, les mécanos, le reste de l'équipe est ambitieux et capable d'experts, engagés et amical, et je leur souhaite à tous bonne chance. J'espère que le travail que j'ai fait l'an dernier, que je continue à faire cette année, sera utile au développement d'une équipe qui gagnera à l'avenir. Je travaillerai aussi dur que possible d'ici la fin de l'année avec cet objectif en tête, donnant comme toujours mon meilleur dans les 10 dernières courses de la saison. La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre pour moi et j'y ai passé beaucoup de temps à réfléchir. À la fin de l'année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce sur quoi je vais me concentrer ensuite. Il est très clair pour moi qu'en tant que père, je veux passer plus de temps avec ma famille. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire au revoir, il s'agit plutôt de dire merci à tout le monde, et notamment aux fans, sans le soutien passionné desquels la Formule 1 ne pourrait pas exister. Lawrence Stroll, président exécutif d'Aston Martin, tient à remercier Sébastien du fond du cœur pour l'excellent travail qu'il a accompli pour l'équipe Aston Martin au cours de la deuxième année et demie. Nous lui avons clairement fait comprendre que nous voulions qu'il continue avec nous l'année prochaine, mais au final, il a fait ce qu'il pensait être juste pour lui et sa famille. Et bien sûr, nous respectons ça. Il a fait des courses fantastiques pour nous, et dans les coulisses, son expérience et son expertise avec nos ingénieurs ont été extrêmement précieuses. Il est l'un des plus grands de tous les temps de la Formule 1. Ce fut un privilège d'avoir pu travailler avec lui. Il continuera à courir pour nous jusqu'au Grand Prix d'Abu Dhabi 2022, inclus, qui sera sa 300e participation au Grand Prix. Sérieux ? Bah ça tombe bien. Alors, sur Stat F1, j'ai 289 Grands Prix. Je suis pas sûr que ce soit bon, en fait. Les comptes sont pas bons, il va manquer un Grand Prix, je crois. C'est terrible. Ou alors c'est pas à jour, mais ça m'étonne quand même. Bon bref, on verra ça le moment venu. Au pire, voilà, il loupera pour un Grand Prix la barre des 300, mais bon, c'est pas très grave. Bon bref, voilà, je pense que c'est un choix logique, hein, lui qui est très concerné par l'écologie. Bon par contre, je trouve que c'est un peu moyen d'avoir fait son compte Instagram quelques heures juste avant d'annoncer sa retraite. Il aurait pu le faire avant, enfin je sais pas, pour partager un peu avec ses fans, etc. Là, bon, c'est un peu étonnant de sa part, je trouve. Bon, après, voilà. Il fait ce qu'il veut, après. Hein. Donc voilà, bah écoutez, qui pour remplacer Vettel l'année prochaine chez Aston Martin? Là, tout est ouvert. Ça libère un baquet. Piastri, peut-être, qui va débarquer chez Aston Martin. Qui sait? Ça va être intéressant de suivre tout ça. Et bonne retraite et bonne fin de carrière pour les 10 courses qui restent, hein, pour Vettel, évidemment. Vous en pensez quoi de sa retraite, du coup? Dites-moi tout en commentaire. Ciao. Alors, la transcription complète de ce qui a été dit dans la vidéo que je vous ai mis tout à l'heure sur la chaîne. Donc j'en ai déjà parlé sur TibF1, on va pas faire une autre news sur Vettel, ça serait un peu redondant, c'est pour ça que je mets ça sur cette chaîne-là. Donc j'annonce ma retraite de la Formule 1 à la fin de saison 2022, je devrais probablement débuter avec une longue liste de personnes à remercier, mais je pense qu'il est plus important d'expliquer les raisons derrière ma décision. J'aime ce sport, il a été central dans ma vie, aussi longtemps que je puisse m'en souvenir. Mais autant, il y a une vie en piste, il y en a une aussi hors piste. Être un pilote de course n'a jamais été ma seule identité, et je crois vraiment en l'identité par qui nous sommes, et comment nous traitons les autres, plutôt que par ce que l'on fait. Qui suis-je? Je suis Sébastien, père de 3 enfants et mari d'une femme formidable. Je suis curieux et facilement fasciné par les gens, passionné et talentueux. Je suis obsédé par la perfection, je suis tolérant, et je pense que nous avons tous les mêmes droits de vivre, peu importe ce à quoi nous ressemblons, d'où nous venons et qui nous aimons. J'aime être à l'extérieur, j'aime la nature et ses merveilles. Je suis têtu et impatient. Je peux être agaçant, j'aime faire rire les gens. J'aime le chocolat et l'odeur du pain frais, putain. Mais sérieux, c'est quoi ça? J'avoue, j'avais pas regardé toute la vidéo, mais là, ouais, il dit ça, quoi, c'est chaud. Ma couleur préférée est le bleu. Je crois en le changement et le progrès, et en le fait que quelque chose fait la différence. Je suis un optimiste, et je crois que les gens sont bons. Ouais, moi, je crois pas la même chose, pour le coup. En parallèle de la course, j'ai développé une famille, et j'aime être avec eux. J'ai développé d'autres intérêts en dehors de la Formule 1. Ma passion pour la course et la F1 vient avec beaucoup de temps passé loin d'eux,
et ça me prend beaucoup d'énergie. Ensuite, ces objectifs ne sont plus les mêmes qu'il y a jadis quand j'étais chez Red Bull, par exemple, ou Ferrari. M'impliquer dans ma passion de la manière dont je l'ai fait, et dont je le pense qu'il faut le faire, ne peut plus se faire en parallèle de mon souhait d'être un bon père, d'être un bon mari. L'énergie que ça prend pour ne faire qu'un, avec la voiture et l'équipe, pour chercher la perfection demande de la concentration et de l'implication. Mes objectifs ont changé, et sont passés de gagner des courses, et me battre pour des championnats, à voir mes enfants grandir, leur passer mes valeurs, les aider à se relever quand ils tomberont, les écouter quand ils auront besoin de moi, ne pas avoir à leur dire au revoir, et le plus important, pouvoir apprendre d'eux, et les laisser m'inspirer. Les enfants sont notre avenir, et je sens qu'il y a beaucoup à explorer et à apprendre au sujet de la vie et de moi-même. Puisqu'on parle du futur, je sens que l'on vit dans une époque vraiment décisive, et la manière dont on façonne ces prochaines années déterminera comment nous vivons. Ma passion vient avec certains aspects que j'ai appris à ne pas aimer. Ils pourront être résolus à l'avenir, mais la volonté d'appliquer ces changements doit devenir bien plus forte, et elle doit mener à des actions dès aujourd'hui. Parler n'est pas assez, et on ne peut pas se permettre d'attendre, il n'y a pas d'alternative, la course est lancée. Ma meilleure course, elle est à venir. Je crois en le fait d'avancer et d'évoluer, le temps est une rue à sens unique, et je veux avancer avec lui. Regarder en arrière ne fait que vous ralentir. Je suis impatient de courir sur des pistes inconnues, et je trouverai de nouveaux défis. Les marques que je laisse en piste resteront jusqu'à ce que le temps et de la pluie ne les fassent disparaître. De nouvelles seront inscrites. Demain appartient à ceux qui façonnent aujourd'hui. Le prochain virage est entre de bonnes mains, car la nouvelle génération est déjà arrivée. Je pense qu'il y a encore une course à gagner. Adieu, et merci de m'avoir laissé partager la piste avec vous. J'ai aimé chaque instant. Ouf, ah bah dis donc, quelle prose, hein. C'était un peu guimauve, quand même, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, après, je pense que c'est plus du tout le même que chez Red Bull à l'époque, hein. C'était un petit con un peu effronté, comme Verstappen l'est maintenant. Bon, il a bien changé, il a gagné en maturité. Le fait qu'il ait eu des enfants aussi, je pense que ça a aidé à le faire changer. Et puis voilà, maintenant il est à fond sur l'écologie, donc son choix est logique. Et j'aurais pas compris même qu'il continue en Formule 1 en 2023, personnellement. Donc voilà, notre ami Sébastien Vettel qui s'en va à la fin de cette saison. Maintenant, qui peut le remplacer, ça, c'est la grande question. Qu'avez-vous pensé de son récit? Je vous laisse commenter, ciao. Donc pour faire suite au marsouinage et Ferrari, qui est prête donc à s'opposer à la FIA et au REC 2023 sur le marsouinage. Donc voilà, leurs pilotes vont pouvoir continuer de se cracher tranquillement à cause du marsouinage. Piero Ferrari, vice-président de la marque de Maranello, a bien l'intention de faire valoir ses raisons, donc Ferrari, et de s'opposer au changement de règles. Nous nous opposerons à toute exploitation d'un lobbying, poursuit le fils d'Enzo. Pendant des années, Ferrari a eu un déficit moteur face à Mercedes, mais nous n'avons pas demandé de faveur ou de raccourci. Oui, alors, oui, on peut aussi rappeler en 2019 ce que vous avez fait, Ferrari, avec votre moteur, justement. Vous avez essayé de gruger, et en 2020, la FIA vous a pénalisé. Ils l'ont pas dit, mais ils l'ont fait. Nous avons perdu dignement, travaillant en silence pour effacer notre retard. Nos adversaires devraient aussi se comporter comme ça, vous ne pensez pas? Le bon côté pour Ferrari est que l'équipe italienne a sans doute fait un meilleur travail que les autres, y compris Red Bull, pour la première année de toute nouvelle réglementation. En tant qu'entreprise, nous sommes fiers de ce que notre département course a réalisé jusqu'à présent. Nous sortions d'une période difficile et maintenant, nous avons une voiture qui est compétitive sur tous les circuits. Bien sûr, il y a des choses à régler et des détails à perfectionner, mais cette Ferrari est très compétitive. Bien sûr, j'aimerais gagner plus souvent, donc ce serait bien d'inverser les pôles que nous avons jusqu'à présent 8 avec les victoires que nous avons sous le drapeau d'Amiens. Jusqu'à présent, c'est 4, juste la moitié. Mais nous sommes sur la bonne voie. Piero Ferrari n'a pas précisé comment il pourrait s'opposer à la FIA, mais la Scuderia dispose d'une arme de riposte massive. Un droit de veto qui lui permet de contrer tout changement jugé trop important par la fédération. Même si ce n'est pas dans le domaine public, celui-ci aurait été souvent brandi, comme pour le plafond des budgets en 2009 abandonné, mais jamais utilisé jusqu'à présent. Alors, je trouve pas ça normal que Ferrari ait un droit de veto alors que les autres en ont pas en fait. Pourquoi un passe-droit pour cette équipe? Alors certes, elle est historique, mais est-ce que ça leur donne le droit d'avoir un droit de veto, quoi? Enfin, les mecs, ils peuvent s'opposer à tout changement qui leur plaît pas, quoi. Alors que les autres équipes n'ont pas ce droit de veto, il me semble. En gros, Ferrari peut contrôler la F1 si un changement leur convient pas, forcément. Je trouve pas ça normal. C'est du favoritisme, d'un côté. Je vous laisse commenter, ciao. Le marsouinage a-t-il contribué à l'accident de Charles Leclerc? Russell décrit le problème d'un virage rapide. Ah ah! Nous avons fait tous notre enquête, explique Russell. En fait, je n'ai pas vu le résultat final, c'est juste avec notre avocate et Alex Wurtz, la FIA est au courant
du résultat. Donc ils ont décidé déjà sur le marsouinage. C'était, est-ce que le marsouinage vous affecte du point de vue de la santé? Avez-vous l'impression d'avoir plus de douleur après une course par rapport aux années précédentes? Et la FIA doit-elle se pencher sur le problème? Je ne connais pas les chiffres exacts, mais je suis assez convaincu que la majorité aura dit que quelque chose doit changer. Il n'y aura jamais une majorité à 100%. Il est clair que certaines équipes ne semblent pas avoir autant de difficultés que d'autres. Mais quand vous regardez la course de la semaine dernière et la sortie de piste de Charles Leclerc, si vous écoutez sa vidéo embarquée, à l'entrée du virage, la voiture s'écrase complètement sur le sol. Vous entendez que ça frotte tout au long du virage. Vous voyez sa tête bouger de haut en bas. Mick Schumacher a fait une sortie dans le même virage aux essais libres. Exactement la même chose. La voiture s'est écrasée sur le sol. C'est une sorte de risque inutile et un danger que nous devons courir parce que c'est la façon la plus rapide de piloter les voitures. Sans dire que le marsouinage est la raison de l'accident de Leclerc, Russell pense que c'est un facteur aggravant dans certains incidents du genre. Ça n'aide pas. Nous savons quelle était la variation de charge dans la voiture, et la voiture rebondissait de plus de 50% de son poids. Donc si la voiture pèse 700 kg et que la variation est de plus de 400 kg, en tant que pilote, que vous ne pouvez pas contrôler cela s'il y a une charge de plus ou moins 400 kg toutes les demi-secondes en entrant dans le virage. Au fur et à mesure que vous ralentissez, la sévérité diminue. Mais ces voitures sont très sophistiquées sur le plan de l'aérodynamique. Et si elles ne font que rebondir, les pneus n'ont pas le même contact avec le sol. Il semble intéressant que les deux incidents dans ce virage aient impliqué du marsouinage à l'entrée. Russell décrit ce à quoi ressemble le marsouinage en tant que pilote. C'est un peu comme si vous étiez sur un de ces ballons rebondissants. C'est une version extrême, mais il n'y a pas d'amortisseur. Alors, votre visibilité devient assez difficile parce que vous êtes secoué de haut en bas, dans les lignes droites. Je n'ai pas les réponses, mais c'est à la FIA d'intervenir. C'est totalement inutile, il y a déjà assez de risques associés à la conduite à 300 km/h dans les rues de Monaco, de Jeddah, ou même à Silverstone. Voilà, donc selon Russell, le marsouinage aurait joué dans l'accident de Leclerc. Donc quand je lis que Ferrari s'oppose aux directives de la FIA, ça me fait bien rire quand même. On va en parler après d'ailleurs. Allez, ciao. Alors Toto Wolff nous parle de ses attentes pour le Grand Prix de Hongrie. C'est encourageant de marquer autant de points en France et de maximiser nos situations en course dimanche. Mais nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Les cas avec les leaders sur un seul tour persistent et nous peinons davantage en début de relais. Nous devons continuer à débloquer la performance et en maintenant la culture, l'état d'esprit et les valeurs qui ont stimulé tout le travail acharné dans nos usines. Je suis convaincu qu'on y arrivera. Notre fiabilité était bonne encore une fois et Lewis et George étaient tous les deux en pleine forme pour offrir un double podium à tous nos gars. Qu'espérer pour la Hongrie? Wolff admet lui-même ne pas savoir, alors qu'il s'attend à mieux sur un circuit rapide comme le Paul Ricard. Nous nous concentrons sur la Hongrie et sur un circuit très différent. Serré, sinueux et bosselé, presque à l'opposé du circuit où on était en France. C'est difficile de prédire comment on va s'en sortir, car nos attentes cette année n'ont pas toujours correspondu à la réalité, en ce qui concerne les pistes adaptées ou non à la W13. Ouais, oui. J'ai l'impression qu'il va plus faire de pronostics, parce que là, la France, douche froide quand même. Même si c'est pas si mal en course, au final, on pouvait s'attendre à mieux. Au moins comme Silverstone. Néanmoins, nous allons tout donner, et nous avons hâte d'être à Budapest et de l'accueil chaleureux que nous réservent nos fans. Cette piste marquera également notre 250e Grand Prix, avec nos partenaires, notre sponsor titre Petronas, ce qui est une étape remarquable. Très bien, Toto. Eh ben, wait and see, comme on dit. Je les vois pas terribles, moi, Gauring, Mercedes. Moyen. Bon, allez, on verra. Ciao. Et Red Bull a fait tourner son premier moteur à la fin 2026 au banc. Un monocylindre tourne à Milton Keynes. Donc c'est Marco qui révèle ça. C'est une réalisation incroyable de la part des gens de notre usine moteur en Angleterre. Ce projet est le bébé d'Horner. Marco sera-t-il encore en F1 pour suivre assurer ce qui se passera en 2026 avec Porsche ou non? Ah bah c'est clair, c'est la bonne question. Est-ce que Porsche va pas faire un peu le ménage dans les gens qui gèrent un peu Red Bull, vu qu'ils vont acheter 50%. Je suis toujours passionné, et je me sens plus jeune que je ne le suis réellement. Nous sommes bien positionnés pour l'avenir. Avec Verstappen, nous avons le pilote le plus rapide sous contrôle jusqu'en 2028. Notre équipe est synonyme de continuité. Les personnages clés sont avec nous depuis longtemps. Pour moi, je prévois jusqu'en 2025. C'est la durée pendant laquelle nous allons courir avec la réglementation actuelle. Après, nous verrons. Ah, peut-être le départ d'Helmut Marko. Mince, ce serait dommage. Qu'en pensez-vous? Marko doit-il quitter Red Bull? Red Bull Porsche? Allez, ciao ciao. Et Mercedes a beaucoup d'évolutions à venir pour la W13. L'équipe s'attend à exploser ses faiblesses sur le Hungaroring. Par contre, ah oui, à mon avis, le Hungaroring ne va pas être très très bon pour l'équipe quand même. Je pense que là nous en sommes pour le moment, c'est clairement que nous améliorons notre rythme de course. Mais les qualifs ne sont pas pour le moment ici, au niveau.
Nous avons du mal à vraiment entrer dans la bagarre avec Ferrari et Red Bull, et il y aura certaines pistes comme le Paul Ricard et Silverstone où nous pourrons utiliser ce rythme de course à notre avantage plus tard. Il est juste de dire qu'il y a des semaines où c'est difficile de faire la distinction entre les deux, Ferrari et Red Bull. Il y a des semaines où le rythme de Perez est similaire à celui de Verstappen ou très proche. Ce dernier week-end semblait marquer une plus grande différence. Dans le cas de Sainz, il a eu des pénalités moteurs, ce qui signifie qu'il est parti du fond de grille. S'il avait été devant, c'était une voiture incroyablement rapide et il aurait été difficile de le battre. Certes, la course de ce week-end au Hungaroring, où les déplacements sont notoirement difficiles, ne jouera pas sur la force de Mercedes le jour de la course. C'est très difficile à Budapest si vous commencez derrière. Il y a des opportunités, mais c'est juste plus difficile. Nous sommes ici pour nous améliorer et pour aller de l'avant. Mais nous n'en sommes pas encore à pouvoir battre Ferrari et Red Bull en course. Nous avons besoin que les autres fassent des erreurs. Cependant, James Walsh est encouragé par le regain d'optimisme chez Mercedes après son début de saison difficile. Je suis incroyablement heureux de voir que les gens rient à nouveau. L'intérêt du sport auto est de créer certains des plus hauts sommets que vous puissiez ressentir et surmonter certains des plus bas aussi. Nous ne sommes pas encore là où nous devons être pour gagner, c'est la réponse courte. En particulier, par exemple, sur le rythme des qualifs, et la Hongrie exposera quelque peu cette faiblesse. Nous avons fait des pas en avant, et nous pouvons voir des progrès sur la façon dont nous allons avancer à nouveau au cours des prochaines courses, mais à Budapest, on doit être réaliste. Là où nous en sommes avec cette voiture, juste solide en course, ça ne nous permettra pas d'utiliser toutes les conditions qui nous seront présentées, notamment le samedi. Nous devons faire un meilleur travail que ce que nous avons fait pour nous assurer que nous qualifions la voiture où elle doit être, vers l'avant. Interrogé quant à savoir si les améliorations apportées au Paul Ricard avaient fait une différence, il a déclaré que l'équipe continuera à introduire de nouvelles pièces. En ce qui concerne les évolutions elles-mêmes, ce sont les étapes progressives, ce sont de petites étapes que nous ajoutons à la voiture. Mais le plus important est que nous prévoyons d'en introduire beaucoup plus dans les courses qui suivent. Et il y a un budget à respecter quand même les gars, là, hein. Calmez-vous. Nous ne pourrons pas en une seule fois rattraper notre retard et être avec Ferrari et Red Bull. Mais j'espère que, comme vous l'avez vu tout au long de la saison jusqu'à présent, nous réduirons progressivement cet écart, nous avons plus à venir. Bon, toujours plus. Je sais pas comment ils vont réussir à rester dans le budget, eux, mais on peut se poser des questions, effectivement. Voilà pour Mercedes. Ciao, ciao. Alors, Porsche va revenir en F1 en achetant des parts de Red Bull, une co-entreprise avec la branche technologique 2026. En 2026. Donc là, c'est quasi officiel, quoi. On pouvait s'y attendre grâce à plusieurs déclarations. Porsche a effectué son grand retour en F1 2026. Cette nouvelle n'est toujours pas officielle, mais les indices qui se multiplient ont désormais reçu une validation quasi définitive. Le constructeur allemand va s'associer avec Red Bull. Et on apprend ce jour qu'une co-entreprise entre les deux entités va naître. De plus, Porsche achètera 50% de Red Bull Technology dans une deuxième manœuvre financière. C'est le Conseil de la concurrence du Maroc qui nous apprend ça, ayant reçu la demande des deux sociétés. Outre les pays de l'Union Européenne, 20 pays doivent aussi approuver ces demandes, dont le Maroc. Mais la nuance est la suivante. Ce pays oblige désormais le Conseil de la concurrence à publier les demandes dès qu'elles sont validées, ce qui a pour conséquence la sortie de ces informations avec effet immédiat. Ah d'accord, pas mal. La première opération est donc la naissance d'une co-entreprise entre Porsche et Red Bull GmbH, filiale respective de Volkswagen Audi Group et de Red Bull. Ce joint venture se spécialisera selon le document du Conseil de la concurrence dans la création d'unités de puissance. Porsche exploitera donc via cette co-entreprise le bâtiment actuel de Red Bull Powertrains qui a été construit durant ces derniers mois à Milton Keynes, sur le campus de Red Bull Racing. Cette nouvelle entité fabriquera des moteurs pour Red Bull Technology. Quant à Red Bull Technology, justement, cette entreprise appartiendra également à Porsche. Le constructeur de Stuttgart rachète en effet 50% de Red Bull Technology, l'entité qui fabrique les châssis pour Red Bull Racing. Ces deux opérations financières confirment donc le retour de Porsche en F1 à l'horizon de 2026, avec la nouvelle réglementation moteur, mais aussi le futur statut d'équipe officielle Porsche que possédera Red Bull. Update, le document a été retiré provisoirement pour le Conseil de concurrence du Maroc, possiblement à la demande de l'une des deux parties. L'annonce de ce partenariat pourrait avoir lieu le 4 août, date à laquelle l'accord sera validé, puisque les tiers intéressés doivent se manifester dans les 10 jours après la publication, donc 24 juillet. Ok. Alors on peut se demander même si le nom Red Bull va rester, parce que là, il rachète 50% quand même. Est-ce que ça sera Porsche Racing by Red Bull ou Red Bull Racing Porsche? Je sais pas comment ça va s'appeler en vrai. Est-ce que des gens vont sauter aussi, genre Horner, Marco, est-ce que ça va dégager tout ça? Alors ça pourrait être pas mal, surtout pour Marco, pour le coup. Donc beaucoup de questions en suspens là. À moins qu'il reste comme ça et qu'au final, ils fournissent juste le moteur et rien de plus quoi. Mais bon, quand même, il rachète 50% de Red Bull, c'est pas rien. Hein. Donc, à voir. Je vous laisse commenter, ciao. Alors, Hamilton chiffre le retard de Mercedes à 1 seconde au tour environ. C'est le tarif en qualif. On peut pas dire que nous avons tourné une page. Nous sommes toujours en train de la soulever pour la tourner.
Elle est très lourde la page du coup. Hein. Et cela depuis des lustres. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Nous progressons lentement. Silverstone était bien. Nous avons eu une bonne régularité lors de la dernière course. Nous avons fait un pas en arrière ou d'autres ont fait un pas en avant. On avait environ une seconde de retard sur un seul tour. C'est ça qui doit nous préoccuper. Oui, le rythme de course est meilleur. Mais vous ne savez jamais à quel point il pousse devant nous. Après l'abandon de Leclerc, Verstappen était tranquille devant. À quoi bon forcer? C'est vrai. Notre rythme de course est tout de même bien meilleur et la fiabilité est exceptionnelle. Nous avons aussi un peu compté sur le fait que les autres ne finissent pas, ce qui masque le fait que nous ayons encore beaucoup de travail à faire. J'apprécie davantage la W13 car j'améliore son équilibre et ses réglages. Bono et le reste des gars sont également plus heureux. Il y a de quoi faire une deuxième bonne partie de saison, mais je me fais pas trop d'illusions pour ce week-end, la Hungaroring ne joue pas trop en notre faveur. Il a réagi donc également à la retraite de Vettel. Sébastien ne manque pas de bravoure, il a été l'un des très très rares pilotes de l'histoire de la course à représenter bien plus que lui-même. Il a utilisé sa voix dans des choses pour lesquelles je me suis battu et il m'a soutenu. Il a plié le genou. Il est parti sur son propre voyage pour défendre des causes et il se bat pour des choses auxquelles il croit, pour le plus grand bien de tous. Seb est juste un très bel être humain. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir été en F1 avec lui, à une époque où il courait au plus haut niveau. Regardez ces 4 championnats du monde étaient impressionnants. Je suis triste d'arriver en Hongrie et d'avoir eu cette nouvelle de sa retraite. Mais je sais que tout ce qu'il fera au-delà de la F1 sera encore mieux. Lorsqu'on lui a demandé si l'annonce de Vettel l'avait amené à reconsidérer son propre avenir, Hamilton a répondu « ce n'est pas le cas ». C'est un rappel que je suis dans cette partie de ma carrière où les gens que j'ai affrontés et avec lesquels j'ai couru pendant si longtemps vont commencer à s'arrêter. Bientôt Fernando ne sera pas là et puis, qui est là après ça? Je serai le plus âgé. Mais non, ça ne me fait pas penser à ça. Et peut-être que Fernando arrêtera même après Hamilton. Je pense honnêtement qu'Hamilton il laissera pas faire ça. Je pense qu'il continuera tant qu'Alonso sera là. Pour juste dire être le dernier quoi. Le dernier qui est encore là. Honnêtement, je réfléchis surtout à comment je peux améliorer cette voiture. Je réfléchis aux étapes que je dois franchir pour que cette équipe gagne à nouveau. Quelle est la feuille de route pour remporter un autre championnat du monde? Lorsque je m'arrêterai, j'aurai encore du carburant dans mon réservoir. Je ne pense pas que je serai en F1 jusqu'à ce que je sois complètement épuisé et qu'il ne me reste plus rien. Mais j'espère que ce sera dans un bon moment. Ouais, je saurais pas vous dire quand il va arrêter Hamilton parce on dirait qu'il a un regain de motivation. On pouvait penser que ce serait le contraire puisque sa voiture est pourrie. Enfin, pourrie. C'est relatif évidemment. Mais par rapport aux 4 voitures devant, les 2 Ferrari et les 2 Red Bull, elle est pas terrible cette Mercedes. Faut quand même le dire. Donc sa motivation aurait pu en prendre un coup. Mais non, au contraire, on dirait qu'il est plus motivé que jamais. Donc ça c'est bien. Maintenant, il sera là l'année prochaine, en 2023 c'est sûr. Sûrement 2024. Par contre, après 2024, je suis pas sûr de le voir encore en F1, personnellement. Faudra voir comment se sont passées aussi les saisons 2023 et 2024. Tout va se jouer là-dessus. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Quand est-ce qu'Hamilton va s'arrêter à votre avis? Allez, bye. Vettel admet qu'il pense très fort à Mick Schumacher pour le remplacer. Il a suggéré ce nom à Lawrence Stroll. Ça, c'est pas étonnant, du coup. Donc, il a informé Aston Martin de sa décision hier et confirme aujourd'hui qu'il avait eu une brève discussion avec le propriétaire de l'équipe, Lawrence Stroll, sur l'avenir de son baquet. Évidemment, j'ai parlé à Lawrence hier. Je lui ai dit que je n'allais pas continuer. On a une très bonne relation, une très brève conversation sur ce qui pourrait arriver ensuite. J'ai mon avis et je lui ai donné. Mon avis, je pense très fort à Mick, évidemment. Je suis pas tout à fait objectif car je suis très proche de lui. Mais je pense que c'est un excellent pilote et qu'il apprend. Il continue d'apprendre quand les autres ralentissent ou cessent de progresser. Il a des qualités, mais il est aussi très jeune encore. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Je sais pas, c'est pas ma décision. Si on me le demande plus précisément, si un choix doit être fait entre plusieurs pilotes par l'équipe, je donnerai mon avis et je me retiendrai pas. Mais à la fin, c'est l'équipe qui devra prendre ses décisions, pas moi. Bah oui, bien sûr. C'est évident. Interrogé sur les commentaires de Vettel, Mick Schumacher a répondu « Évidemment, je suis sous contrat avec Ferrari et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire ici, chez Haas. C'est donc là que je me concentre pour le moment. Pour l'avenir, on verra. Je ne dis jamais, jamais. » Tu viens de le dire, jamais. Pourtant, Mick. Lorsqu'il lui a été demandé s'il excluait un transfert en 2023 chez Aston Martin, donc il a dit « Jamais, jamais. » Mais je me concentre actuellement sur Haas. Ok, écoutez... Qui vont-ils choisir hein, honnêtement, ça va être la grande interrogation. Après, Mick Schumacher, c'est pas dégueu comme choix en vrai. Parce que c'est un jeune pilote. Il y a le nom Schumacher aussi qui pourra ramener des sponsors à Aston Martin. C'est toujours bon à prendre. Et puis, face à Stroll, il ferait pas trop de vagues. Et surtout qu'en fait, ils sont potes, je viens d'y penser. Mick Schumacher et Lance Stroll, ils sont potes dans la vraie vie. Avec Ocon, là, le trio infernal. Donc, Mick Schumacher, il pourrait être un très bon choix pour Aston Martin.
Donc meilleur choix qu'Alonso au final. Mais bon, à voir ce que va décider donc Aston Martin. J'ai hâte d'avoir leur décision en tout cas. Et ça pourrait entraîner une cascade de changements, hein, parce que s'ils quittent As, du coup, qui pour le remplacer chez As? Est-ce que quelqu'un d'Alfa Romeo va monter chez As par exemple? Et qui pour remplacer celui qui va monter chez Alfa Romeo? Ça va être n'importe quoi là. Ah, j'ai hâte de savoir. Allez, ciao. Alors, une série d'articles concernant les hommages des pilotes Sébastien Vettel. Je vais tout vous résumer en une vidéo, hein, ce sera fait comme ça. Verstappen estime qu'il est tout à fait compréhensible que Vettel choisisse de se retirer à ce stade d'une brillante carrière. En fin de compte, il a tellement accompli dans ce sport qu'il est tout à fait compréhensible qu'il prenne sa retraite, a déclaré Verstappen lors du Grand Prix de Hongrie. Je pense qu'il a eu une carrière incroyable, il a gagné beaucoup de courses, beaucoup de championnats aussi. Et je pense bien sûr qu'il est un excellent ambassadeur pour le sport. Alors le voir partir, c'est quelque chose que l'on pouvait voir venir. Tout le monde vieillit et quoi qu'il en soit, c'est décidé, il prend sa retraite. Ce n'est bien sûr jamais agréable quand ce moment arrive, surtout pour les fans de Seb, mais ces choses arrivent. Je pense qu'il est important maintenant qu'il puisse profiter de sa vie avec la famille, car tout le monde a une si courte période de temps dans sa vie que vous travaillez si dur pour réaliser toutes ces choses, il est maintenant temps de profiter. Alors, il y a Russell qui a réagi aussi. Seb est une telle inspiration et un type si humble. Personne n'a un mauvais mot à dire à propos de Seb. Il est très amusant à côtoyer. Je suis sûr qu'il va aborder avec impatience d'abord la dernière moitié de saison, mais tout ce qu'il a prévu pour l'avenir, famille, enfants, engagement, et je suis sûr qu'il ne s'arrêtera pas à ça. Comme je viens de le dire, c'est une inspiration. Stroll, son équipier, il a tellement accompli dans le sport, il a été un excellent coéquipier. Nous avons beaucoup aimé travailler aux côtés de Seb depuis 1 an et demi. C'était un chapitre de sa vie et je pense qu'il est en train de le fermer. Il a une famille à la maison et d'autres choses à faire dans la vie. Alors je lui souhaite tout le meilleur pour l'avenir. Il a une carrière incroyable. On continue avec Leclerc, notre relation a évolué au fil des années. Je suis arrivé la première année et j'étais évidemment super impressionné. Je pense que j'étais sûrement bizarre pour lui parce que j'étais timide et je ne savais pas quoi dire quand j'étais avec lui. Mais maintenant, c'est un ami, il m'envoie toujours des SMS, comme il l'a fait après dimanche, il essaie toujours de me faire sentir mieux quand je traverse une période difficile. C'est donc agréable de voir à quel point nous avons évolué depuis que je l'ai rencontré. Leclerc admet que Vettel lui manquera. C'est triste pour moi, peut-être que pour lui, il est beaucoup plus heureux là où il va maintenant. Mais évidemment, ça va être étrange de ne pas voir Seb dans le paddock. J'ai énormément appris à piloter avec lui. Il a toujours été super gentil avec moi. Ricciardo. Bon, Ricciardo, on l'a interrogé sur un éventuel baquet chez Aston Martin, mais bon, il s'est énervé. Vous avez lu mes déclarations ou vu mes interviews? Mon futur est clair, il se passe ici chez McLaren. Ouais, on en reparlera l'année prochaine, hein. Quand tu seras en Australie à la retraite, toi aussi, Daniel. Non, j'exagère, il va peut-être rester chez McLaren s'il continue ses bonnes courses. Donc il a rendu hommage à son ancien équipier aussi, du coup, en 2014. C'est en quelque sorte triste parce que nous perdons vraiment une légende du sport. Et évidemment, personnellement, j'ai passé du temps à ses côtés, ce qui était à coup sûr un privilège. C'est l'un de ces moments où vous êtes triste mais aussi heureux pour lui maintenant de commencer le chapitre numéro 2 de sa vie. J'ai beaucoup appris en 2014 à ses côtés, et même avant cela, quand j'étais pilote de réserve, et que je faisais juste partie de l'équipe Red Bull et que je regardais comment il travaillait. C'était toujours intéressant, il a beaucoup de bons côtés et une façon d'amener les gens derrière lui, et de les rallier. Mais il sait aussi être très direct, c'était cool, c'est juste une personne très motivée, il nous manquera certainement, mais on lui souhaite que du bon. Donc voilà pour les hommages des pilotes à Vettel. Ciao ciao. Alors une décision prise hier, donc le 27 juillet 2022, après des années de réflexion. L'Allemand entre peur et impatience de quitter la F1. C'est toujours difficile à réaliser une décision de cette taille. C'est la vie que je connais et que j'ai connue depuis que j'étais enfant. Cela donne de la sécurité de savoir quand commence la saison, quand finit la saison, quand est la prochaine course. Il y a une certaine routine à cela, même si chaque course est un défi différent. Il est probablement vrai aussi que je fais ça depuis très longtemps. Et j'ai tellement d'expérience que ce n'est pas difficile de simplement continuer. Mais ma façon de faire est de le faire à 100%. Je sais combien je peux donner, combien j'ai pu dédier à ce sport pour réussir ce que je veux réussir. Vettel a révélé que la décision finale était prise cette semaine, mais qu'elle découle d'un long processus qui a duré plusieurs années, en ayant trouvé son origine dans la fatigue et l'intensité des saisons de F1. Ça prend aussi du temps qu'il faut prendre, et je grandis. Les choses grandissent autour de moi, mes enfants grandissent. Et c'est du temps loin d'eux et loin d'autres intérêts que j'ai commencé à découvrir. Il arrive un moment où vous commencez à sentir que ce n'est plus si clair au sujet de l'année suivante. C'est un processus qui a pris des années. J'ai pris la décision finale hier et j'en ai informé l'équipe. Mais ce qui mène à cela, ce n'est pas juste une course ou deux, ou plusieurs semaines. C'est bien plus que ça. C'est un peu étrange de regarder vers l'inconnu. Et j'ai aussi un peu peur de ce qui vient, mais je suis impatient. J'ai pris ma décision et je suis excité de voir ce qui m'attend après. Plusieurs pilotes, dont Lewis Hamilton,
On saluait le pilote qu'est Vettel, mais aussi l'homme de ses valeurs. Et ses valeurs. L'Allemand est heureux d'avoir pu courir aux côtés de pilotes qu'il a appréciés. Et il salue tout particulièrement Hamilton, qui a commencé sa carrière en F1 en 2007, comme lui finalement. C'est vraiment bien, je pense que je partage beaucoup de ce respect. On arrive ici, on se bat pour sa place, mais ensuite on réalise que la course est plus longue que les tours marqués sur le panneau. C'est bien d'arriver à un point où on a faim de succès et où on veut battre les autres, mais le jour où vous êtes battu, d'être aussi respectueux et en paix en sachant qu'ils ont juste fait un meilleur travail ce jour-là. C'est génial d'apprendre à connaître les autres de mieux en mieux, et Lewis a été là aussi longtemps que j'ai été là. C'est bien qu'on ait eu autant de plaisir à se battre ensemble, autant de courses à lutter, mais aussi qu'on ait pu se rapprocher hors piste. Et traduction un peu bancale, cet article, c'est une des grandes choses. Je vais renoncer à plusieurs choses. Je n'aurai plus cette excitation de piloter les voitures et de courir. Mais les gens restent, les amitiés et les gens que j'ai rencontrés, et j'ai beaucoup à en tirer. Je suis impatient de voir ce qui viendra après. Donc voilà. Son choix est définitif. Il ne reviendra pas en F1 un jour. Non, là, c'est finito. Comme on dit pour Sébastien Vettel. La décision est prise. C'est pas une année sabbatique, c'est une retraite. En bonne et due forme, malgré qu'ils sont encore jeunes finalement. Il a que 35 ans. Même Hamilton est plus vieux, de 2 ans quand même. Donc, il prend sa retraite assez tôt. Sébastien, mais bon, ça fait depuis 2017 quand même qu'il est en F1. Ça fait 15 ans. C'est pas rien. Et on comprend avec ses enfants qu'il veut y passer à autre chose. Et avec l'écologie, tout ça. Voilà pour le petit message de Vettel. Je vous laisse commenter. Ciao. Alors, Alonso. Pour moi, c'est le favori du baquet Aston Martin. Même si, à mon avis, Mick Schumacher est bien placé aussi. Alors, après, on verra. Donc pour lui, évidemment, qui n'a pas re-signé avec Alpine encore, tout est ouvert pour 2023. Alonso affirme toujours qu'il entamera des discussions sur son avenir pendant la pause estivale. Il n'a pas exclu un éventuel départ du constructeur français. Dès le début de la pause estivale, ce sera le point dont j'ai besoin pour m'asseoir et conclure quelque chose. Et la pause estivale commence lundi. Seb laisse un baquet vide. Toutes les équipes sont une option tant qu'elles n'ont pas de pilote signé. Ma priorité est d'être avec Alpine. Nous travaillons et développons ce projet ensemble depuis 2 ans maintenant. Nous sommes de plus en plus compétitifs. Mon souhait est probablement de rester. Mais nous ne sommes pas assis pour conclure et nous n'avons pas trop avancé avec ces choses, donc c'est toujours en cours. L'espagnol ne se vaut pas ailleurs, en tout cas qu'en F1. Je pense que je suis toujours en forme ici, en F1, très motivé. J'attends avec impatience l'année prochaine, ce que la deuxième année de ces règles apportera. Nous roulons à Las Vegas, nous irons peut-être en Afrique du Sud. Toutes ces choses sont très attirantes. Je me sens très rapide cette année. L'année dernière a été un peu difficile, mais cette année, je me sens à 100%. Maintenant, le Wake ou l'IndyCar, ça résonne comme pas maintenant dans ma tête. Je suis sur la F1, rien d'autre. Donc il a continué l'interview dans un autre article. Comme je l'ai dit, j'aimerais rester avec Alpine. Je serai en vacances. Les patrons, Laurent Rossi et Otmar Safnauer, seront également en vacances. Nous devons donc organiser des appels vidéo ou autres. Mais quand 2 parties veulent s'entendre sur quelque chose, ça prend 10 minutes. Lorsque 2 parties se battent pour s'entendre sur quelque chose, peut-être que l'une des parties n'est pas contente. Mais ce n'est pas mon genre de mettre un pistolet sur la tempe de quelqu'un qui ne veut pas ou ne voudrait pas ou ne veut plus travailler avec moi. De mon côté, je sais que ça prendra pas plus de 10 minutes. Donc des pourparlers ont eu lieu entre Alonso et Aston Martin, alors connu sous le nom de Racing Point, avant son retour en 2021. Nous avons parlé en 2020, quand ils étaient très compétitifs. Et évidemment, ils étaient sur le podium et ils ont même gagné une course. Mais ça s'est pas bien passé, et je suis revenu avec Alpine. Je suis content de là où je suis. Alonso pense que sa meilleure chance d'avoir une voiture gagnante est d'aider l'une des équipes en dehors des 3 premières à en développer une. Avec cet ensemble de règlements, il semble que Ferrari, Red Bull et Mercedes soient les seules équipes capables de gagner des courses. Ouais, et encore Mercedes, pour l'instant, c'est compliqué. Donc si vous avez une opportunité en 2023 dans ces 3 équipes, vous devez essayer d'unir vos forces. Mais il n'y a pas d'opportunité, donc il faut faire confiance à d'autres projets, peut-être qu'ils seront compétitifs l'année prochaine. Tout le monde apprend beaucoup cette année. 2023 sera meilleur pour tout le monde. De quoi changer l'ordre? Tout n'est qu'espoir à ce stade. C'est sûr. Et rien ne garantit qu'Aston Martin serait meilleur en 2023 qu'Alpine, par exemple. Donc c'est un vrai pari, là, encore une fois, et on sait que Alonso n'a pas fait forcément des bons choix de carrière. Voilà. Vettel a remporté ses 4 championnats du monde de 2017-2013 contre la concurrence entre autres d'Alonso, qui est terminé 2e derrière lui. Il nous manquera, après tant d'années à partager, la piste ensemble, de bons combats. De toute évidence, dans tous ces championnats, j'étais également de la partie. C'est un grand champion et aussi un grand homme avec des valeurs très fortes et une belle famille. C'est probablement la décision aussi de cette famille, comme je l'ai entendu. Je lui souhaite donc le meilleur et j'espère qu'il revient dans le paddock après sa retraite. Et ben voilà. Magnifique. Donc en gros, Alonso, pour résumer la situation, il préfère rester chez Alpine. Mais les dirigeants d'Alpine, ils ont quand même le petit Piastri à placer
Donc il faut qu'il soit le prête à Williams, soit Aston Martin. Bon, honnêtement, Piastri chez Aston Martin, j'ai quelques doutes. Ça ne le fera pas, je pense. Ou alors, s'il peut pas aller chez Williams, il le met directement chez Alpine. Mais alors du coup, on se retrouve avec 3 pilotes pour deux baquets. Et Alonso, c'est le seul qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Donc il se retrouverait poussé vers la sortie. Et Alpine, ça les arrangerait d'un côté, puisque Alonso, il coûte cher. Et Papa Stroll, je pense qu'il serait plus en mesure de payer Alonso plus grassement qu'Alpine. Donc c'est un peu compliqué tout ça, mais en même temps, Alonso, il a quand même en fin de carrière aussi. Est-ce que Aston Martin veut tenter le pari d'un pilote vieillissant qui est encore de beau reste, je dis pas le contraire, il est très bon encore. Sauf que dans 2-3 ans, pas sûr qu'il soit encore là. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et le choix d'Aston Martin ne va pas être simple, je pense. Donc on y verra sûrement plus clair dans les prochaines semaines. Je vous tiendrai au courant, évidemment, de l'avancée des discussions. Ciao. Allô. Et Ricciardo dément être menacé par un des pilotes IndyCar de McLaren. Tout est clair sur la position de chacun, selon lui. Alors, est-ce qu'il va rejoindre Sébastien Vettel à la retraite, notre ami Ricciardo, là? La liste des pilotes McLaren s'est élargie ces derniers mois avec l'ajout du champion IndyCar Alex Palou, qui rejoindra en 2023 l'équipe d'IndyCar. Alors, d'ailleurs, petite parenthèse, Ganassi Racing a porté plainte au tribunal américain contre Alex Palou, parce qu'apparemment, il était encore sous contrat avec Ganassi. Donc c'est pas très clair ce qui se passe entre Palou, McLaren et Ganassi aux États-Unis là, c'est un peu bizarre. Donc les deux pilotes se tiennent aux côtés de Pato O'Ward qui était lui sous contrat et a participé à l'année dernière à des tests jeunes pilotes à Abu Dhabi. Colton Herta a récemment participé à un test de 2 jours à Portimao venant de la McLaren de l'année dernière. L'équipe évaluant ses options pour savoir qui mettre dans la voiture actuelle. Cela conduit à des rumeurs selon lesquelles l'un des pilotes pourrait être en train de se préparer pour embarquer chez McLaren une fois le contrat de McLaren de Ricciardo terminé. Avant l'heure ou fin 2023. Ce n'est que ce que les médias veulent bien faire de ces informations. Tous les pilotes IndyCar qui ont fait quelques tests en F1, comme Colton l'a fait, ont un programme qui est entièrement et à 100% d'IndyCar. C'est une chance pour eux de prendre le volant d'une F1, mais il n'y a pas de croisement. Les médias voient cela et pensent « Oh, c'est ce qui va se passer. Est-ce que c'est potentiellement un baquet de F1 ou quelque chose comme ça ?» Mais c'est seulement ce qu'ils ont imaginé. En interne, tout est très clair sur la position de chacun et de qui pilote dans quelle catégorie. Ouais, il a l'air sûr de lui, de pas perdre son baquet, Ricciardo, mais moi, à sa place, je ferais moins le malin, et je me concentrerais sur mes perfs. Bon, c'est vrai qu'en France, il a fait une course correcte, il était encore derrière Norris, mais bon, pas de très loin. Donc après, qu'il soit derrière Norris tout le temps, mais avec 7 ou 8 secondes derrière, c'est pas un scandale. Il est juste moins bon que Norris, quoi. Par contre, s'il commence à être derrière en marquant pas de points, et en étant à 20 secondes, ou 30, là, bon, c'est pas possible, quoi. Après, tant qu'il marque des points dans la lutte contre Alpine, voilà, c'est ce que McLaren lui demande, je pense. Même si, encore une fois, il est très fortement payé par rapport à Norris, Ricciardo, et le fait qu'il n'arrive pas à le devancer, désolé, mais il mérite pas son salaire pour moi. Ou alors on doit augmenter de manière conséquente Norris. Parce que le pauvre, il se fait un peu plumer dans l'histoire. Le mec ramène plus de points que son équipier et il est payé 4 fois moins cher. Cherchez l'erreur. Allez, je vous laisse commenter, ciao. James Kay compare le marsouinage à l'apparition du halo en F1. Alors, James Kay il est chez McLaren, du coup, directeur technique. Ah ouais, non, la comparaison est un peu foireuse, quand même, j'avoue, là. Faut pas déconner non plus. Je vais peut-être établir un parallèle un peu étrange avec le Halo. Le Halo est évidemment un projet totalement différent, et en termes d'ampleur de sécurité pour les pilotes, nous savons que c'est très important. Mais il y avait beaucoup de détracteurs à l'époque. Vous vous souvenez de tous les commentaires du genre c'est affreux, c'est pas la F1. Et on s'est dit pourquoi pas, il y avait vraiment un danger. Et maintenant, quelques années plus tard, nous sommes reconnaissants après avoir vu certaines des choses qui se sont produites sur la piste. C'est un ordre de grandeur complètement différent, c'est aujourd'hui beaucoup plus bas. Mais c'est un peu la même chose. Donc réglons ça, je pense qu'à la base il y a un risque. Ça n'apporte rien au sport, pourquoi ne pas simplement faire ce qui est raisonnable pour des raisons de sécurité? Ouais, alors le halo, c'est encore autre chose, c'est pour éviter de se prendre un pneu dans la gueule ou des débris énormes, ou même de se prendre une roue sur le casque. C'est pas totalement à cause des boss, c'est pas du tout la même chose quand même, James. Comparaison pas très pertinente, je trouve, personnellement. Bon, on va continuer. Évidemment, les équipes vont travailler là-dessus si elles en souffrent. Et certaines l'avaient vraiment en début de saison. Il est très difficile de simuler, de prévoir le marsouinage. Et nous reconnaissons en quelque sorte qu'il y a des moyens de s'en débarrasser. Mais il peut revenir rapidement si vous avez certains types de développement ou si vous augmentez votre appui. Donc, plutôt que de prendre des risques, je pense que du point de vue de la FIA, il est logique d'essayer d'éliminer complètement le problème, mais aussi de montrer que nous le prenons au sérieux et que nous faisons quelque chose à ce sujet, après les préoccupations soulevées par certains pilotes.
Je ne dis pas que ce serait de la négligence de ne pas le faire, mais il faut être prudent. Vous ne pouvez pas simplement supposer que les équipes vont le faire, et c'est peut-être pas non plus la priorité de tout le monde. Alors que pour eux, ces choses sont leur priorité. Alors McLaren, bon, on peut en parler vite fait. Hein. McLaren, au début, ils n'avaient pas de marsouinage au début de la saison. Puis ils ont amené des Evo, et ils en ont eu de plus en plus. C'était un peu l'inverse de Mercedes, qui ont commencé avec beaucoup de marsouinage, et qui en avaient plus du tout au bout de 7 ou 8 Grands Prix, quoi. Donc, merci McLaren, du coup, qui est en faveur des mesures de la FIA, et c'est pas étonnant. La discussion a été très ouverte, je pense que c'est toujours le cas en particulier pour les questions de sécurité. La FIA a reconnu une sorte de préoccupation croissante pour le bien-être des pilotes, et la possibilité que quelque chose se produise à cause d'une voiture qui rebondit excessivement dans un virage à grande vitesse. Et ils prennent ce genre de choses très au sérieux. Ils se sont engagés à 100% avec les pilotes et les équipes, comme ils le font toujours. Il y a eu des propositions dans les deux sens, pour voir ce que nous pourrions faire afin de trouver un consensus qui serait efficace, plutôt que de savoir si nous devrions le faire ou non. Pour moi, si vous avez un problème de sécurité, vous ne pouvez pas faire marche arrière, et dire que ce n'est plus un problème. Je pense qu'il faut mener une enquête approfondie et s'assurer que l'on prend les bonnes décisions. De toute évidence, ça n'apporte rien au sport, et nous sommes favorables à ce que l'on s'en débarrasse, pour que nous puissions tous continuer à développer des voitures dans un environnement un peu plus sûr. Bon, évidemment, les gens qui soutiennent Ferrari et Red Bull ne seront pas d'accord avec ça, surtout Red Bull, qui eux n'ont jamais eu de problème avec le marsouinage. C'est la seule équipe, hein, je crois, qui a jamais eu de problème avec le marsouinage. C'est incroyable. Donc voilà. Eh ben, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je continue de croire que sa comparaison avec le Halo est foireuse, mais bon. Je crois que ça va faire réagir ça. Allez, ciao. Et Mika Hakkinen qui compatit avec Charles Leclerc et lui offre des conseils. J'ai vécu la même expérience au Grand Prix d'Italie 99. Ouais, alors c'était pas tout à fait pareil quand même, parce il était en tête du championnat, il me semble, à ce moment-là, Hakkinen, ou pas loin. Là, il y a quand même beaucoup de points de retard. Tout le monde fait des erreurs, mais celle-ci était très publique et coûteuse. J'ai vécu la même expérience lorsque je suis sorti au Grand Prix d'Italie 99 et que je menais la course. Vous savez ce que vous avez fait, vous avez gâché une victoire, vous devez accepter la responsabilité. Charles est un pilote fantastique, il a piloté parfaitement jusqu'au 18e tour. Il a subi beaucoup de pression de la part de Verstappen, mais la Ferrari était très bonne dans les virages rapides, et il a pu garder la Red Bull derrière. La façon dont la Ferrari et la Red Bull étaient proches l'une de l'autre, au Paul Ricard, était brillante. Mais l'erreur de Charles a mis fin à la bataille. À partir de là, c'était facile pour Max, il a contrôlé la course, pris soin de ses pneus, etc., etc. Ce qui est important maintenant, c'est la façon dont Charles va réagir à cette erreur. Comme il l'a dit après la course, il a perdu 32 points à cause de ses erreurs à Imola et au Paul Ricard. Il ne peut pas se permettre de continuer ainsi s'il veut battre Max. En plus de ça, Ferrari a également eu des problèmes de stratégie et de fiabilité. Ce qui est important, c'est que Charles reconnaisse qu'il a le talent et la voiture nécessaire pour gagner des courses. Il doit juste se concentrer sur les points positifs et prendre les week-ends comme ils viennent, une course à la fois. C'est tout ce que vous pouvez faire. Vous vous concentrez sur chaque course, vous concentrez pour faire tout bien. Dans ce sport, vous devez continuer à apprendre, à travailler avec l'équipe, à faire tout ce que vous devez faire. Un aspect très positif du week-end a été la façon dont Sainz a aidé Charles à obtenir un peu de position, lui donnant la SPI. Bon, honnêtement, ça aurait pas changé grand-chose, il aurait eu quand même la pole, je pense. Il aurait peut-être perdu 2 dixièmes, allez, à tout casser. Ce genre de travail d'équipe est essentiel, et avec Carlos qui pilote très bien en ce moment, Charles a un coéquipier très fort et compétent. Oui, bon, ben voilà. Mika, donc, qui se souvient du douloureux Grand Prix d'Italie. Bon, après, Mika, il s'en fout, hein, il a gagné la saison 99 aussi. Bon, et bien aidé par le forfait de Schumacher, évidemment, qui s'était cassé les jambes à Silverstone, cette année-là. Ça aide, forcément. Mais il a eu du mal contre Eddie Irvine, quand même. Hein. Mika Hakkinen, il était déjà un peu en perte de vitesse en 99, je pense. Parce que le mec a quand même eu du mal à lutter contre Eddie Irvine. Hein. Alors que la McLaren était au niveau de la Ferrari cette année-là. Donc, Mika, qui donne ses conseils à Leclerc. Eh ben écoutez, on verra comment ça se passe pour Leclerc en Hongrie. J'espère qu'il va s'en remettre de cette boulette. Qui va pas refaire de bêtises, n'est-ce pas, Charles? Allez, ciao. Avec Mercedes, tout devient toujours politique. Ah, Helmut. Vous avez pas manqué, lui, hein, quand même. Je ne veux pas défendre Piquet, mais si vous traduisez correctement le portugais, ce qu'il dit est loin d'être aussi flagrant. Ah oui, on repart sur le scandale Piquet. D'accord, ok. Bon, remettant sur le tapis cette nuance qui a déjà été démentie par certains Brésiliens ayant assuré que les propos étaient bel et bien tendancieux. Mais nous connaissons Piquet, même lorsqu'il était actif, il a fait toujours des déclarations inconsidérées. La seule chose étrange est que cette interview en novembre dernier a fait surface quelques jours avant le Grand Prix d'Angleterre. Selon lui, c'était pour éviter que l'accident de 2021 entre Hamilton et Verstappen ne soit au centre des discussions à Silverstone. Apparemment, il ne voulait pas que le crash de l'année précédente ne soit remis en ébullition. Ce timing n'est pas une coïncidence. Complot! Ah là là, il a mis la lumière sur un complot de Mercedes. Helmut, il est taré ce mec en fait.
Cependant, une autre vidéo a fait surface peu après le Grand Prix de Grande-Bretagne, dans laquelle Piquet tenait les mêmes propos racistes auxquels il ajoutait les mots homophobes. Mais selon Marco, cela relate l'aspect très politique de Mercedes, qu'il est heureux de ne pas retrouver chez Ferrari. Avec Mercedes, tout devient toujours politique. Nous luttons sur un pied d'égalité en termes de sport, c'est juste dommage que Leclerc et Ferrari continuent de faire des erreurs dans leur bataille avec nous. Donc il dit il veut pas défendre Piquet, mais c'est ce qu'il fait indirectement quand même. Je pourrais pas dire, mais bon. Donc voilà, les propos de Marco toujours plus scandaleux, finalement. Ciao. Alors, Lewis Hamilton sur Twitter a rendu hommage à Sébastien Vettel. Seb, ce fut un honneur de t'appeler un concurrent, et un honneur encore plus grand de t'appeler mon ami. Laissez ce sport meilleur que vous ne l'avez trouvé est toujours le but. Je suis convaincu que tout ce qui vous attend sera passionnant, significatif et gratifiant. Je t'aime, mec. Incroyable. Et oui, deux nouveaux amis. Une nouvelle amitié s'est créée entre Lewis Hamilton et Sébastien Vettel, incroyable. Bon, de toute façon, j'imagine qu'on aura les réactions de plein de pilotes. Du coup, c'est pour ça qu'il a fait ça aujourd'hui à midi. D'ailleurs, Vettel, pour que la presse demande aux autres pilotes de réagir et tout. Donc, on aura une salve d'hommage, entre guillemets, à Vettel, parmi la plupart des pilotes du plateau actuel. Je vous relayerai ça, évidemment, dès qu'on aura les déclarations. Donc voilà, Sébastien Vettel qui quitte la Formule 1 avant Lewis Hamilton et avant Fernando Alonso, au final. Et lui, il reviendra pas, Vettel. Je crois que c'est un adieu définitif. Allez, ciao.